Le soleil se couchait sur les falaises de Normandie, baignant le paysage d'une lumière dorée, qui contrastait cruellement avec la scène qui allait se dérouler. Un homme en costume impeccable, les mains tremblantes sur les poignets, d'un fauteuil roulant, contemplait le vide béant devant lui. Dans ce fauteuil, une petite fille de 6 ans, Sophie, regardait son père avec des yeux pleins de confiance et d'innocence. « Papa, on va voir les mouettes », demanda-t-elle d'une voix cristalline inconsciente du danger qui la menaçait. L'homme ne répondit pas. Ses yeux froids comme le marbre fixaient l'horizon. D'un geste brusque calculé, il poussa le fauteuil vers l'avant. Le cri déchirant de Sophie se perdit dans le vent alors que son petit corps basculait dans le vide. Mais il n'était pas seul. Max, le Golden Retriever de la famille, avait tout vu. Ses yeux bruns habituellement doux et joueurs s'étaient soudain emplis d'une détermination farouche. Le chien bondit ses pattes puissantes martelant le sol, sa voix s'élevant en un aboiement désespéré, qui déchira le silence du crépuscule. Cette scène terrible qui aurait pu être la fin tragique d'une vie innocente n'était que le début d'une histoire extraordinaire. Une histoire où la loyauté d'un animal allait défier la cruauté humaine, où l'amour triompherait de la haine et où la justice finirait par prévaloir. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des histoires vraies qui touchent le cœur et éveillent les consciences. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire bouleversante de Sophie, une petite fille courageuse de son père, aux intentions meurtrières, et de Max, le chien héroïque qui a tout changé. Si vous aimez les récits qui célèbrent le courage, la loyauté et le triomphe de la justice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui vous feront rire, pleurer et réfléchir sur la nature humaine. Cette histoire vous montrera comment parfois, dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir de la source la plus inattendue. La fidélité inconditionnelle d'un animal de compagnie. Sophie Dubois était une enfant extraordinaire. Malgré son fauteuil roulant conséquence d'un accident survenu à l'âge de 3 ans, elle rayonnait d'une joie de vivre contagieuse. Ses cheveux blonds bouclés encadraient un visage, aux joues roses et ses yeux bleus pétillaient d'intelligence et de curiosité. Elle aimait dessiner, chantait et surtout, elle adorait son chien Max. Édouard Dubois, son père, était l'image même de la réussite. PDG d'une entreprise pharmaceutique prospère. Il habitait un manoir du 18e siècle, dans la campagne normande. Mais derrière sa façade respectable se cachait un homme froid et calculateur. Pour lui, Sophie n'était plus sa fille adorée, mais un fardeau, une tache sur son image parfaite. Max, le Golden Retriever de 4 ans, était bien plus qu'un simple animal de compagnie. Depuis l'accident de Sophie, il était devenu son gardien, son confident, son meilleur ami. D'une intelligence remarquable, il semblait comprendre chaque émotion de la petite fille. Quand elle pleurait, il posait sa tête sur ses genoux. Quand elle riait, il gambadait autour de son fauteuil. La mère de Sophie, Isabelle, était partie 2 ans auparavant, incapable de supporter la froideur grandissante de son mari et le poids de la culpabilité après l'accident. Sophie ne la voyait plus que rarement, lors de visites supervisées qui la laissaient toujours mélancolique. Mais comment un père peut-il en arriver à vouloir tuer sa propre fille? Qui peut pousser un homme apparemment respectable à commettre l'irréparable? Et surtout, comment un chien peut-il sauver une vie et faire éclater la vérité? Dans les minutes qui vont suivre, vous découvrirez une histoire qui vous fera questionner les apparences. Vous verrez comment la cupidité et l'égoïsme peuvent corrompre l'âme humaine, mais aussi comment l'amour et la loyauté peuvent triompher du mal. Vous serez témoin du courage extraordinaire d'une petite fille qui refuse d'abandonner, de la détermination d'un chien qui défie tous les obstacles et de la justice qui finit toujours par triompher. Cette histoire vous montrera que parfois les héros n'ont pas de cap. Parfois, ils ont 4 pattes et un cœur plus grand que celui de bien des humains. Préparez-vous à être ému, choqué et finalement inspiré par ce récit, qui prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière peut briller. Alors, attachez vos ceintures émotionnelles. Ce voyage va être intense, bouleversant, mais ultimement porteur d'espoir, car c'est l'histoire de Sophie Max et de la façon dont l'amour peut vaincre la haine la plus noire. Le manoir des Dubois se dressait majestueusement au cœur de la campagne normande, témoignage silencieux de 3 siècles d'histoire. Ces pierres blanches patinées par le temps reflétaient la lumière dorée du soleil couchant. Les jardins à la française,
entretenu avec une précision militaire, s'étendait sur plusieurs hectares parsemés de fontaines en marbre italien et de statues grecques authentiques. À l'intérieur, le luxe s'affichait sans retenue. Les plafonds, ornés de fresques, du 18e siècle côtoyaient des œuvres d'art contemporain valant des fortunes. Les meubles Louis XVI, authentiques, se mêlaient harmonieusement à des pièces de designers modernes. Chaque pièce racontait l'histoire d'une famille, qui n'avait jamais manqué de rien où l'argent coulait comme l'eau des fontaines du jardin. La salle à manger pouvait accueillir 20 convives autour d'une table en acajou massif. Les chandeliers en cristal de baccarat projetaient des milliers d'éclats lumineux sur les murs tendus de soie. Dans le salon principal, un piano à queue Steinway attendait silencieusement qu'on lui rende vie, tandis que les étagères de la bibliothèque croulaient sous le poids de premières éditions rares. La chambre de Sophie, au 2e étage, était un paradis enfantin. Édouard avait fait venir les meilleurs décorateurs de Paris pour créer un univers féerique. Les murs rose pâle étaient ornés de fresques représentant des princesses et des licornes. Un lit à baldaquin digne d'un conte de fées trônait au centre entouré de jouets coûteux, que la petite fille touchait à peine. Mais toute cette opulence cachait un vide profond. Les couloirs résonnaient, d'un silence pesant brisé seulement par le tic-tac monotone des horloges anciennes. Les domestiques se déplaçaient comme des ombres, évitant de croiser le regard glacial du maître des lieux. Car malgré tout cet étalage de richesse, le manoir Dubois était devenu une prison dorée, où l'amour s'était éteint comme les bougies qu'on souffle après un dîner. Dans le garage, une collection de voitures de luxe témoignait de la réussite d'Édouard. Une Bentley pour les réceptions officielles, une Ferrari pour les escapades solitaires, un Range Rover pour les déplacements quotidiens. Mais aucun de ces véhicules ne pouvait le conduire vers ce qu'il avait perdu en route son humanité. L'atmosphère du manoir était lourde comme un orage d'été qui refuse d'éclater. Depuis l'accident de Sophie 3 ans auparavant, la famille s'était lentement désintégrée. Ce qui avait été un foyer chaleureux était devenu un théâtre où chacun jouait son rôle sans conviction. Édouard Dubois était obsédé par son image publique. PDG d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de France, il ne pouvait tolérer la moindre faille dans sa façade parfaite. L'accident de Sophie, une chute dans l'escalier, lors d'une réception mondaine, avait été pour lui plus qu'une tragédie familiale, c'était une tache sur sa réputation. Les soirées mondaines qu'il organisait autrefois avec fierté étaient devenues des corvées. Les invités chuchotaient dans son dos, jetant des regards compatissants vers la petite fille en fauteuil roulant. Édouard ne supportait plus ces regards, cette pitié qu'il interprétait comme du mépris. Dans son esprit tordu, Sophie était devenue l'obstacle à son bonheur, le boulet qui l'empêchait de briller. Le départ d'Isabelle 2 ans plus tôt avait été le coup de grâce. Incapable de supporter la transformation de son mari en monstre froid, elle avait fui vers le sud de la France, important avec elle les derniers vestiges de chaleur familiale. Ses visites mensuelles à Sophie étaient des moments de tension extrême, où les non-dits pesaient plus lourd que les mots. Les employés de maison avaient appris à naviguer dans cette atmosphère toxique. Marie, la gouvernante qui s'occupait de Sophie depuis sa naissance, était la seule à oser affronter le regard d'Édouard. Elle avait vu l'homme qu'il était avant aimant et attentionné et ne pouvait accepter sa transformation. Mais même elle marchait sur des œufs conscientes que son emploi ne tenait qu'à un fil. Sophie Dubois était un miracle de résilience. À 6 ans, elle portait sur ses frêles épaules le poids d'un monde qui s'était écroulé autour d'elle, mais son sourire lumineux défiant l'obscurité qui l'entourait. Ses boucles blondes toujours soigneusement coiffées par Marie encadraient un visage d'ange où brillaient 2 yeux bleus, comme des fenêtres ouvertes sur un ciel d'été. Depuis l'accident, ses jambes ne répondaient plus. Les médecins avaient parlé de lésions médulaires, de rééducation intensive, de chances minimes de remarcher. Mais Sophie ne se laissait pas définir par son handicap. Son fauteuil roulant qu'elle avait baptisé « Éclair » et décoré d'autocollants de papillons était devenu son char de princesse guerrière. Son intelligence vive compensait ses limitations physiques. Elle dévorait les livres que Marie lui apportait de la bibliothèque, voyageant dans son imagination vers des mondes où les petites filles en fauteuil roulant pouvaient être des héroïnes. Elle excellait en dessin, créant des univers colorés, où Max était toujours représenté comme un chevalier doré à ses côtés. La relation entre Sophie et Max dépassait le simple lien entre un enfant et son animal. C'était une communion d'âme, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots.
Quand Sophie se réveillait en pleurant de ses cauchemars, Max était déjà là, sa truffe humide contre sa joue. Quand elle riait en regardant les dessins animés, il remuait la queue en rythme avec son bonheur. Le chien avait développé une routine quotidienne autour des besoins de Sophie. Le matin, il apportait délicatement ses chaussons dans sa gueule. L'après-midi, il s'allongeait à côté de son fauteuil pendant qu'elle faisait ses devoirs, veillant sur elle comme un gardien silencieux. Le soir, il refusait de quitter sa chambre avant qu'elle ne soit profondément endormie. Sophie avait appris à communiquer avec Max d'une manière unique. Un claquement de langue signifiait « Viens ici ». Deux claquements « Va chercher ». Mais au-delà de ces signaux, c'était dans les regards qu'ils échangeaient que se trouvait leur véritable langage. Un langage fait d'amour inconditionnel et de confiance absolue. Édouard Dubois n'avait pas toujours été un monstre. Il y a quelques années encore, il était un père aimant, qui berçait sa fille en lui chantant des comptines. Mais le succès, l'argent et surtout l'obsession de la perfection avaient peu à peu rongé son âme comme un acide corrosif. À 45 ans, il était au sommet de sa carrière. Son entreprise pharmaceutique générait des millions d'euros de bénéfices annuels. Les ministres le consultaient, les médias le courtisaient, la haute société l'adulait. Mais tout cela avait un prix, une image sans faille qu'il devait maintenir à tout prix. L'accident de Sophie avait été le tournant. Cette nuit-là, lors d'une réception somptueuse, il avait bu plus que de raison. Grisé par un contrat faramineux qu'il venait de signer. Sophie, échappant à la surveillance de sa nounou, avait voulu descendre le grand escalier pour rejoindre la fête. La chute avait été terrible, et la culpabilité d'Édouard s'était rapidement transformée en ressentiment. Au fil des mois, ce ressentiment s'était mué en quelque chose de plus sombre. Il avait commencé à voir Sophie non plus comme sa fille, mais comme un fardeau financier et social. Les frais médicaux, bien que négligeables pour sa fortune, étaient devenus dans son esprit une hémorragie insupportable. Les regards de pitié lors des événements sociaux étaient devenus des poignards plantés dans son orgueil. C'est ainsi que l'idée monstrueuse avait germé. D'abord comme une pensée fugace qu'il chassait avec horreur, puis comme une obsession qui revenait la nuit dans l'obscurité de sa chambre, et finalement comme un plan froidement calculé. Un accident, une promenade qui tourne mal, une tragédie qui susciterait la compassion plutôt que la suspicion. Max n'était pas un chien ordinaire. Ce Golden Retriever de 4 ans possédait une intelligence et une sensibilité qui dépassaient de loin celles de ses congénères. Arrivé dans la famille Dubois à l'âge de 8 semaines, il avait immédiatement créé un lien spécial avec Sophie, alors âgée de 2 ans. Son pelage doré brillait comme de l'or liquide au soleil et ses yeux bruns exprimaient une sagesse qui semblait presque humaine. Pesant près de 35 kilos, il était d'une force impressionnante mais d'une douceur infinie avec Sophie. Il avait appris à moduler ses mouvements autour d'elle, conscient de sa fragilité. Depuis l'accident, Max était devenu bien plus qu'un animal de compagnie. Il était devenu les jambes de Sophie, courant chercher ce dont elle avait besoin. Il était ses yeux, surveillant constamment les dangers potentiels. Il était son confident, écoutant patiemment ses secrets murmurés dans son oreille soyeuse. L'intelligence de Max se manifestait de multiples façons. Il avait appris à ouvrir les portes avec ses pattes pour que Sophie puisse passer avec son fauteuil. Si, il savait reconnaître les signes avant-coureurs de ses crises d'angoisse et se pressait contre elle pour la calmer. Il avait même développé un sixième sens pour détecter les intentions des gens autour de Sophie. Ce sixième sens s'était particulièrement aiguisé concernant Édouard. Max, qui autrefois accueillait son maître avec enthousiasme, était devenu méfiant. Il observait chaque geste d'Édouard avec une attention inhabituelle, se plaçant souvent entre lui et Sophie comme un bouclier protecteur. La loyauté de Max envers Sophie était absolue. Rien ne pouvait l'éloigner d'elle, ni les orages qui le terrifiaient, ni les tentatives d'Édouard de l'enfermer dans le chenil, ni même la faim quand il refusait de manger si Sophie était triste. C'était un amour pur inconditionnel, qui allait bientôt être mis à l'épreuve ultime. Marie Rousseau, la gouvernante, était le pilier silencieux du manoir. À 58 ans, elle avait consacré les 20 dernières années de sa vie à la famille Dubois. Témoin de la transformation d'Édouard, elle était devenue la mère de substitution de Sophie, comblant le vide laissé par Isabelle. Jacques Mreau, le garde du domaine, était un homme bourru, mais au cœur tendre. Ancien militaire, il patrouillait les jardins avec son berger allemand veillant sur la sécurité de la propriété.
Il avait remarqué les changements chez Édouard et gardait un œil protecteur sur Sophie lors de ses promenades. Isabelle Dubois, la mère absente, vivait sa culpabilité à distance. Ses appels téléphoniques quotidiens à Marie pour prendre des nouvelles de Sophie étaient sa bouée de sauvetage. Elle envoyait régulièrement des cadeaux et des lettres, tentant de maintenir un lien avec sa fille malgré la distance. Le docteur Laurent, médecin de famille, visitait Sophie chaque semaine. Il avait noté l'atmosphère malsaine du manoir et s'inquiétait pour le bien-être psychologique de l'enfant. Mais ses tentatives d'en parler à Édouard se heurtaient à un mur de glace. Ce matin de septembre commençait. Comme tous les autres au manoir du bois, mais l'air semblait plus lourd chargé d'une électricité malsaine. Édouard s'était levé, tôt ses yeux cernés, trahissant une nuit sans sommeil. Dans le miroir de sa salle de bain, il avait fixé son reflet pendant de longues minutes, comme s'il cherchait à y retrouver l'homme qu'il avait été. « Sophie, ma chérie !» Sa voix résonna dans le couloir artificiel, comme le sourire qu'il plaqua sur son visage. « Que dirais-tu d'une promenade, il fait si beau aujourd'hui ?» Sophie, installée dans son fauteuil près de la fenêtre de sa chambre, leva des yeux surpris. Papa ne lui proposait jamais de sortie. Depuis des mois, il l'évitait, détournant le regard quand leurs chemins se croisaient. Cette attention soudaine éveilla en elle un mélange d'espoir et d'appréhension. « Vraiment, papa? On peut emmener Max? » Sa voix tremblait légèrement comme si elle craignait de briser ce moment fragile. Édouard serra les mâchoires. Le chien. Toujours ce maudit chien. « Non, ma pouchée, juste toi et moi, comme avant. » Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Avant, quand elle courait dans les jardins. Quand elle n'était pas... ça. Max, allongé aux pieds de Sophie. Moi, au pied de Sophie, releva brusquement la tête. Ses oreilles se dressèrent et un grondement sourd monta de sa gorge. Quelque chose n'allait pas. L'odeur d'Édouard était différente aujourd'hui, âcre mélange de peur et de détermination qui faisait hérisser son pelage. Marie, qui passait dans le couloir avec une pile de linge, s'arrêta net. « Monsieur veut sortir avec la petite », l'étonnement perçait dans sa voix. « Peut-être devrais-je préparer un goûter pour votre promenade? »« Ce ne sera pas nécessaire, » coupa Édouard d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Nous ne serons pas longs. Les falaises au coucher du soleil, c'est magnifique. » Sophie adorera. Les falaises. Marie fronça les sourcils. Depuis quand monsieur s'intéressait-il aux beautés naturelles? Et pourquoi les falaises si dangereuses avec le fauteuil roulant? Mais le regard glacial d'Édouard la dissuada de poser des questions. Sophie, dans son innocence, ne percevait que la joie de passer du temps avec son père. « Je vais mettre ma jolie robe bleue, celle que maman m'a envoyée. » Elle fit rouler son fauteuil vers l'armoire, Max la suivant comme une ombre. Édouard observa sa fille manœuvrer habilement son fauteuil. Cette autonomie qu'elle avait développée, cette force, malgré son handicap, au lieu de l'attendrir, ne faisait que renforcer sa résolution. Elle survivrait toujours, s'adapterait toujours. Elle serait toujours là, rappel vivant de son échec de sa faute. « Je t'attends dans l'hall dans 10 minutes, » lança-t-il, avant de sortir ses pas résonnant sur le parquet, comme un conte à rebours funeste. Le trajet jusqu'aux falaises s'était déroulé dans un silence pesant. Édouard poussait le fauteuil de Sophie sur le chemin de terre, ses mains crispées sur les poignets. Le soleil descendait lentement vers l'horizon baignant le paysage d'une lumière dorée qui rendait la scène encore plus surréaliste. « Papa regarde les mouettes. » Sophie pointait du doigt les oiseaux qui planaient au-dessus des vagues. Son excitation était palpable, elle qui sortait si rarement du manoir. « Elles sont libres, elles peuvent voler partout. »« Oui, libres, » répéta Édouard d'une voix éteinte. « Libres comme il le serait bientôt. » Libre comme Sophie ne le serait jamais. Ils approchaient du bord. Le vent s'était levé, apportant l'odeur salée de la mer et le cri lointain des oiseaux marins. Le chemin se rétrécissait, bordé d'un côté par des buissons d'ajoncs et de l'autre par le vide. 200 mètres plus bas, les vagues se fracassaient contre les rochers dans un grondement sourd. « Papa, j'ai un peu peur, » murmura Sophie, en voyant le précipice. « On est très haut. N'aie pas peur, ma chérie, papa est là. » Les mots sortaient mécaniquement, tandis qu'il positionnait le fauteuil face au vide. Ses mains tremblaient maintenant, et la sueur perlait à son front, malgré la fraîcheur du vent. Sophie se retourna pour regarder son père, et ce qu'elle vit dans ses yeux la glaça. Ce n'était plus son papa. C'était un étranger au regard vide, au visage déformé par une émotion qu'elle ne comprenait pas. Papa. Le temps sembla se suspendre.
Édouard regarda sa fille une dernière fois, ses boucles blondes dansant dans le vent. Ses yeux bleus remplis de confusion et de peur naissante, ses petites mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Puis, avec une violence qui le surprit lui-même, il poussa. Papa! Le cri de Sophie déchira l'air, tandis que le fauteuil basculait dans le vide. Ses mains cherchèrent désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, mais ne trouvèrent que le vide. Le monde bascula le ciel et la mer se mélangeant dans une danse macabre. Le fauteuil se retourna dans sa chute, éjectant Sophie, qui tombait maintenant en chute libre. Le vent sifflait à ses oreilles, noyant ses cris. Des images défilaient dans son esprit. Maman qui la berçait, Max qui léchait de ses larmes, Marie qui lui lisait des histoires. Pourquoi papa avait-il fait ça? Qu'avait-elle fait de mal? La chute sembla durer une éternité et un instant à la fois. Sophie ferma les yeux, attendant l'impact fatal. Mais le destin avait d'autres plans. À mi-chemin de la falaise, un vieux pin maritime étendait ses branches noueuses. Sophie percuta l'arbre avec violence, les branches griffant sa peau, déchirant sa robe bleue. Mais l'une d'elles, plus épaisse que les autres, la retint. La douleur explosa dans tout son corps. Son épaule gauche avait absorbé le choc et elle sentait quelque chose de chaud couler le long de son bras. Mais elle était vivante. Accrochée précairement à 15 mètres du sol, blessée et terrifiée mais vivante. Au-dessus, Édouard regardait le vide, convaincu que tout était fini. Il ne pouvait pas voir Sophie, cachée par la saillie rocheuse et les branches du pin. Dans son esprit, elle était déjà au fond, brisée sur les rochers. Un mélange de soulagement et d'horreur l'envahit. C'était fait. Il était libre. Mais à quel prix Sophie, tremblante de tous ses membres, essayait de ne pas regarder en bas. La branche qui la soutenait craquait sous son poids. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. « Au secours !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, quelqu'un, mais qui pourrait l'entendre? Qui pourrait la sauver? » Son père l'avait abandonnée, jetée comme un déchet. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant au sang qui s'écoulait de ses blessures. La nuit commençait à tomber, et avec elle, le froid. Combien de temps pourrait-elle tenir? À des kilomètres de là, dans le manoir, Max s'était soudainement dressé sur ses pattes. Quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. Le lien invisible qui l'unissait à Sophie vibrait d'une détresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sans hésitation, il bondit vers la porte. Marie, qui préparait le dîner dans la cuisine, entendit les aboiements frénétiques du chien. « Max, qu'est-ce qui se passe? » Elle ouvrit la porte, et le Golden Retriever se rua dehors comme une flèche dorée. Max courait comme jamais il n'avait couru. Ses pattes puissantes dévoraient la distance guidées par un instinct infaillible. Il connaissait l'odeur de Sophie par cœur. Ce mélange unique de shampoing à la fraise de crayon de couleur et de quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement elle. Cette odeur portée par le vent le menait droit vers les falaises. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il gravissait la colline. Les buissons d'ajoncs déchiraient son pelage, mais il ne ralentissait pas. Sophie avait besoin de lui. Il le sentait dans chaque fibre de son être. Quand il atteignit le sommet de la falaise, l'odeur d'Édouard était partout, âcre poisseuse de culpabilité et de peur. Mais où était Sophie? Max courut jusqu'au bord, ses griffes dérapant sur la roche. Là, il la vit. Ou plutôt, il la sentit. Son odeur montait d'en bas mélangée à celle du sang et de la terreur. Sans une seconde d'hésitation, Max commença à descendre. Les chiens ne sont pas faits pour l'escalade. Mais l'amour donne des ailes, ou dans ce cas des griffes d'alpiniste. Patte après patte, il descendait, cherchant des prises sur la roche friable. Max. La voix de Sophie. Faible mais remplie d'espoir lui parvint. « Max, je suis là! » Le chien redoubla d'efforts. Ses coussinets saignaient lacérés par la roche, mais il continuait. Enfin, il atteignit la corniche où le pin maritime étendait ses branches. Sophie était là, accrochée précairement, son visage pâle, strié de larmes et de sang. Max s'approcha prudemment, conscient que le moindre faux mouvement pourrait la faire tomber. Il se coucha à plat ventre, rampant jusqu'à elle. Quand il fut assez proche, il saisit délicatement sa manche dans sa gueule, essayant de la stabiliser. « Max, » sanglota Sophie. « Papa m'a poussé. Pourquoi il a fait ça? » Le chien ne pouvait pas répondre avec des mots, mais ses yeux bruns exprimaient toute la compassion du monde. Il resserra doucement sa prise sur sa manche, comme pour lui dire « Je suis là, je ne te laisserai pas tomber ». Mais Max savait qu'il ne pourrait pas la remonter seul. Il était fort, mais pas assez pour hisser une enfant sur 15 mètres de falaise. Il fallait de l'aide, rapidement.
Édouard restait figé au bord de la falaise, le vent fouettant son visage. C'était fait. L'acte irréversible était accompli. Il s'attendait à ressentir du soulagement, mais seul un vide immense l'habitait. Le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel de rouge sang. Une couleur appropriée pour un meurtrier. Il devait partir, vite. Rentrer au manoir, jouer la comédie du père éploré. Sophie était partie se promener seule, avait insisté, malgré ses mises en garde. Un terrible accident. Qui pourrait prouver le contraire? Ses jambes tremblaient tandis qu'il s'éloignait du bord. Ne pas regarder en arrière. Ne pas penser à ses cris. Ne pas imaginer son petit corps brisé sur les rochers. Il était un homme d'affaires habitué aux décisions difficiles. Ceci n'était qu'une transaction de plus. Éliminer un passif pour protéger l'actif. Mais alors qu'il regagnait sa voiture, le visage de Sophie s'imposa à son esprit. Pas la Sophie d'aujourd'hui, mais celle d'avant. La petite fille qui courait vers lui en riant les bras tendus. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Comment en était-il arrivé là? À quel moment exactement avait-il cessé de voir sa fille pour ne voir qu'un problème à résoudre? Il démarra la voiture, ses mains tremblant sur le volant. Le trajet du retour fut un supplice. Chaque tournant lui rappelait les promenades d'autrefois, quand Sophie chantait à tue-tête sur la banquette arrière. Maintenant, le silence était assourdissant. En arrivant au manoir, il composa son visage. Inquiet, mais pas trop. Contrarié, mais pas paniqué. Il avait répété son rôle dans sa tête. Sophie a insisté pour aller voir le coucher de soleil. J'ai eu un appel urgent du bureau. Elle a dit qu'elle rentrerait avec Max. Marie l'accueillit à la porte et il vit immédiatement dans ses yeux qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. « Où est Sophie, monsieur et Max est parti en courant comme un fou il y a 1 heure. »« Sophie n'est pas rentrée. » Édouard fronça les sourcils, jouant la surprise. Elle devait... Mon Dieu, il faut la chercher. Les falaises. Elle voulait voir les falaises. L'hypocrisie de sa propre performance le dégoûtait. Mais il n'avait pas le choix. Il devait jouer ce rôle jusqu'au bout. Marie blêmit et se précipita vers le téléphone pour appeler les secours. Édouard s'effondra dans un fauteuil, la tête dans les mains. Pas de remords. Il s'était juré de ne pas en avoir. Juste la satisfaction d'avoir réglé un problème. Mais pourquoi alors sentait-il ce poids écrasant sur sa poitrine? Pourquoi les cris de Sophie résonnaient-ils encore dans ses oreilles? Dehors, la nuit était tombée noire et froide. Quelque part dans cette obscurité, sa fille était morte par sa faute. Non pas morte, éliminée. Il fallait utiliser les bons mots. Dans le monde des affaires, on ne tue pas, on restructure. On ne détruit pas, on optimise. Mais tous les euphémismes du monde ne pouvaient effacer la vérité. Il avait poussé sa petite fille dans le vide. Et maintenant, il devait vivre avec ça. Max savait qu'il devait agir vite. Chaque seconde comptait. Sophie était blessée, accrochée précairement à cette branche qui craquait sous son poids. Il ne pouvait pas la laisser seule longtemps, mais il devait trouver de l'aide, rapidement. Avec une dernière caresse de sa truffe sur la joue de Sophie, Max fit demi-tour et commença l'ascension périlleuse. Ses muscles protestaient, ses pattes saignaient, mais l'adrénaline le propulsait vers le haut. Une fois, au sommet, il s'élança comme une flèche dorée à travers la lande. Il connaissait exactement où aller. La maison de Jacques, le garde du domaine, se trouvait à l'orée de la propriété. Cet homme bourru mais au cœur tendre serait leur salut. Max aboyait tout en courant un cri d'alarme qui déchirait le silence de la nuit tombante. Les lumières de la maisonnette de Jacques apparurent enfin. Max se jeta contre la porte, grattant frénétiquement, aboyant avec une urgence qui ne pouvait être ignorée. À l'intérieur, il entendait les pas lourds du garde. « Qu'est-ce que c'est que ce raffut? » grommela Jacques en ouvrant la porte. La vue de Max, le pelage ébouriffé. Et taché de sang, les yeux brillants de panique le fit taire instantanément. « Max, qu'est-ce qui se passe, mon grand? » Le chien saisit la manche de Jacques dans sa gueule et tira avec force. Le message était clair, « Suis-moi vite. » « Sophie, » souffla Jacques, comprenant immédiatement. Il connaissait le lien spécial entre le chien et l'enfant. Si Max était dans cet état, c'est que Sophie était en danger. Sans perdre une seconde, Jacques attrapa sa veste. Une lampe torche puissante et son téléphone. « Montre-moi le chemin, mon brave. » Max s'élança à nouveau, jetant des regards en arrière pour s'assurer que l'homme le suivait, tout en courant. Jacques composait le numéro des urgences. « Allô, ici. Jacques. Moreau, garde du domaine du bois. J'ai besoin d'une équipe de secours aux falaises de la Pointe du Vent. Une enfant est en danger. » La voix à l'autre bout demanda des détails, mais Jacques n'en avait pas.
Il faisait confiance à Max. Le chien ne l'aurait jamais dérangé sans raison grave. Il courait maintenant sur le sentier qui menait aux falaises. La nuit était presque totale. Seule la lampe de Jacques trouait l'obscurité. Max aboyait régulièrement, comme pour encourager Sophie à tenir bon pour lui dire que les secours arrivaient. Quand ils atteignirent enfin le bord de la falaise, Jacques balaya la zone avec sa lampe. « Sophie, Sophie, tu m'entends? » Un faible « ici » monta des profondeurs. Jacques se pencha prudemment et sa lampe éclaira enfin la scène. Sophie accrochée à une branche 15 mètres plus bas, le visage pâle dans la lumière crue. « Mon Dieu !» murmura Jacques, évaluant rapidement la situation. La branche ne tiendrait plus longtemps. Il fallait agir avec précision et rapidité. « Tiens, bon petite, les secours arrivent. » Son téléphone sonna. C'était Pierre Lecomte, chef de l'équipe de secours en montagne et vieil ami de Jacques. « J'ai reçu ton appel. On arrive dans 10 minutes. Quelle est la situation exacte? » Jacques décrivit ce qu'il voyait de Sophie suspendue à mi-hauteur de la falaise blessée, la branche qui cédait progressivement. « Elle ne tiendra pas 10 minutes, Pierre. Il faut faire quelque chose maintenant. »« D'accord? Tu as de la corde dans ta cabane? »« Oui, 50 mètres de corde d'escalade. Je l'ai gardée de mon temps limité. » Bombe alarmée. « Parfait. Écoute-moi bien. Ne tente rien d'héroïque seul. Mais si tu peux sécuriser une corde, en eau et la descendre jusqu'à elle, ça pourrait la stabiliser en attendant qu'on arrive. » Jacques raccrocha et se tourna vers Max. « Va chercher Marie au manoir. Elle aura besoin de savoir. » Le chien hésita, ne voulant pas quitter Sophie. « Va, je veille sur elle. » Max partit en courant tandis que Jacques retournait à sa maisonnette chercher son équipement. Ses mains expertes préparaient la corde, vérifiant chaque nœud. 25 ans dans les commandos lui avaient appris la valeur de la préparation. 5 minutes plus tard, il était de retour au bord de la falaise avec son matériel. Les phares de plusieurs véhicules approchaient dans la nuit. L'équipe de Pierre arrivait. Pierre Lecomte était une légende locale. À 40 ans, ce guide de haute montagne avait sauvé des dizaines de vies dans les Alpes avant de s'installer en Normandie. Grande mince, avec des mains qui semblaient ne pouvoir s'accrocher à n'importe quelle surface, il inspirait confiance. Jacques, Pierre sauta de son 4x4 avant même qu'il ne soit complètement arrêté. Derrière lui, 3 autres secouristes déchargeaient du matériel. Où est-elle? Jacques le mena au bord et éclaira Sophie avec sa lampe. Pierre évalua la situation d'un œil expert. « OK, on a une fenêtre d'action très courte. La branche va céder. Mathieu prépare le treuil. Sandrine les sangles de sécurité. Laurent, éclairage maximum sur la zone. » L'équipe s'activait avec une efficacité militaire. En quelques minutes, un système de poulies était installé. Des projecteurs illuminaient la falaise comme en plein jour. « Sophie !» cria Pierre d'une voix calme mais forte. « Je suis Pierre. Je vais descendre te chercher. N'aie pas peur, tout va bien se passer. » La petite voix qui monta était faible mais déterminée. « Mon chien? Max? Max va bien, il est allé chercher de l'aide. C'est un héros, ton chien. » Pierre enfilait déjà son harnais, vérifiant chaque boucle. « Maintenant, je vais avoir besoin que tu sois très courageuse. Tu peux faire ça. »« Oui, » répondit Sophie, et malgré sa situation désespérée, il y avait une force dans ce simple mot, qui impressionna tous les secouristes. Pierre commença sa descente, chaque mouvement calculé avec précision. La falaise était traîtresse. La roche friable s'effritait sous ses pieds, envoyant des pierres dégringoler dans le vide. Le vent s'était levé, fouettant la paroi et compliquant la progression. « Tension sur la corde !» cria-t-il à son équipe. Le système de sécurité se tendit, le stabilisant contre la paroi rocheuse. Dans la lumière crue des projecteurs, il pouvait voir Sophie clairement maintenant. Son petit visage était strié de larmes et de sang, sa robe bleue déchirée. Mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Salut, Sophie !» dit-il doucement en arrivant à sa hauteur. « Ici, Auster. Je m'appelle Pierre. Je vais te ramener en haut, d'accord. » La branche craqua sinistrement. Pierre vit la panique dans les yeux de Sophie. « Non, non, regarde-moi, juste moi. Tu es très courageuse. Ta maman va être très fière de toi. » Il devait agir vite, mais avec précaution. Un faux mouvement et Sophie tomberait avant qu'il ne puisse la sécuriser. Ses mains expertes déroulèrent une sangle de sécurité spéciale pour enfants. « Je vais passer ça autour de toi. Ça va te tenir comme un gros câlin, d'accord. » Il parlait constamment, sa voix calme, contrastant avec l'urgence de la situation. « Tu aimes les histoires? Je vais t'en raconter une pendant que je travaille. » Centimètre par centimètre, il passa la sangle autour du petit corps de Sophie. Elle grimaça quand il toucha son épaule blessée. « Pardon, ma belle. Je sais que ça fait mal. Tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »
La branche craqua à nouveau plus fort cette fois. Des éclats de bois tombèrent dans le vide. Pierre accéléra ses doigts volant sur les boucles de sécurité. L'histoire que je vais te raconter, continua-t-il, c'est celle d'une princesse qui vivait dans un château. Mais cette princesse était spéciale. Tu sais pourquoi? Sophie secoua légèrement la tête captivée malgré sa terreur. Parce qu'elle avait un super pouvoir. Elle pouvait parler aux animaux. Et son meilleur ami était un chien doré le plus intelligent et le plus courageux du royaume. Un faible sourire apparut sur les lèvres de Sophie. Comme Max. Exactement comme Max. Et tu sais quoi? Un jour, la princesse s'est dû retrouver en danger. Et c'est son ami le chien qui a sauvé la situation. La dernière boucle était en place. Pierre vérifia 2 fois chaque point d'attache. Sophie, dans 2 secondes, la branche va casser. Mais ne t'inquiète pas, je te tiens. Tu me fais confiance. Elle hocha la tête, ses petites mains agrippant la sangle. À 3. 1, 2. Crac, la branche céda dans un bruit sec. Sophie poussa un cri tandis qu'elle tombait, mais seulement de quelques centimètres. Les sangles la tenaient ferme. Singe, Money. Fermement, et Pierre la serra contre lui. Je te tiens, ma belle. Tu es en sécurité maintenant. Il cria vers le haut. Sophie sécurisée, on remonte. L'ascension fut longue et périlleuse. Le treuil les hissait lentement tandis que Pierre protégeait Sophie de son corps, évitant qu'elle ne heurte la paroi rocheuse. Le vent redoublait de violence, les faisant tournoyer au bout de la corde. Continue l'histoire, murmura Sophie, cherchant à oublier le vide sous ses pieds. Bien sûr, alors la princesse et son ami le chien vivaient de grandes aventures. Ils exploraient des forêts enchantées, sauvaient d'autres animaux en détresse et répandaient la joie partout où ils passaient. Mètre après mètre, ils montaient, l'équipe en haut coordonnait parfaitement la remontée. Jacques, les mains crispées sur la rambarde de sécurité, priait silencieusement. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent le sommet. Des mains secourables les hissèrent sur la terre ferme. Sophie était sauvée. Pendant tout ce temps suspendu dans le vide, Sophie avait fait preuve d'un courage extraordinaire. Malgré la douleur lancinante dans son épaule, malgré la terreur de la chute, elle n'avait pas abandonné. Dans ces moments terribles accrochés à la branche qui menaçait de céder, elle avait pensé à Max, à Marie, à sa maman. Ses visages aimés lui avaient donné la force de tenir. Quand ses petites mains fatiguées glissaient, elle les serrait plus fort. Quand le désespoir menaçait de l'engloutir, elle se rappelait les mots de Marie. « Tu es plus forte que tu ne le crois, ma chérie. » Elle avait chanté doucement cette comptine que sa maman lui chantait avant. « Dodo l'enfant de l'enfant dormira bien vite. » Sa voix tremblante dans la nuit était un défi à la mort, une affirmation de vie. Même quand la branche craquait, même quand elle sentait ses forces l'abandonner, Sophie n'avait pas lâché. Cette petite fille de 6 ans, déjà éprouvée par la vie handicapée et trahie par celui qui aurait dû la protéger, avait trouvé en elle une réserve de courage insoupçonnée. Les secouristes habitués au drame furent touchés par cet enfant. Pas une plainte, pas une crise de larmes. Juste cette détermination tranquille, cette volonté de vivre qui brillait dans ses yeux bleus. « Elle est incroyable », murmura Sandrine, l'une des secouristes, en posant une couverture sur les épaules de Sophie. « Après ce qu'elle a vécu… » Au moment où Sophie fut hissée en sécurité, Max apparut Marie haletante derrière lui. Le chien se précipita vers Sophie, mais s'arrêta net en voyant les secouristes s'affairer autour d'elle. Son instinct lui dictait de ne pas interférer avec ceux qui soignaient sa petite maîtresse. Mais Sophie l'avait vu. « Max !» Sa voix, bien que faible, était remplie de joie. « Mon Max !» Les secouristes, comprenant le lien spécial entre l'enfant et l'animal, firent signe au chien d'approcher. Max s'avança doucement, sa queue battant l'air avec retenue. Il renifla délicatement Sophie, vérifiant ses blessures, puis posa sa tête sur ses genoux avec une infinie douceur. « C'est lui qui nous a alertés », expliqua Jacques à Pierre. « Sans ce chien, on n'aurait jamais su… » Max ne quittait pas Sophie des yeux. Quand les secouristes installèrent une perfusion, il grogna doucement protecteur. Sandrine dut le rassurer. « C'est pour l'aider, mon beau. On fait attention à elle. » Le chien sembla comprendre et se contenta de lécher doucement la main valide de Sophie. Ce simple geste d'affection fit plus pour le moral de l'enfant que tous les antidouleurs du monde. Quand on installa Sophie sur la civière pour la transporter à l'ambulance, Max marcha à côté, ajustant son pas au rythme des secouristes. Ses yeux ne quittaient jamais le visage de Sophie, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était toujours là, toujours vivante. « Ce chien est extraordinaire », murmura Pierre. « J'ai rarement vu une telle dévotion. » Marie, les larmes aux yeux, caressait les cheveux de Sophie. Ils sont inséparables depuis toujours. Max a toujours su…
Il a toujours senti quand quelque chose n'allait pas. À l'hôpital de Caen, tandis que Sophie luttait contre ses blessures, les premières questions commençaient à émerger. Le capitaine Roussel de la gendarmerie locale avait été appelé sur les lieux. Un accident impliquant un enfant nécessitait toujours une enquête, mais certains détails le troublaient. Monsieur Dubois, commença-t-il en sortant son carnet. Édouard, qui jouait parfaitement son rôle de père éploré dans la salle d'attente, leva des yeux rougis. Pouvez-vous m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Sophie voulait voir le coucher de soleil aux falaises. J'ai reçu un appel urgent du bureau. Elle a insisté pour rester encore un peu avec Max. La voix d'Édouard se brisa artistiquement. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Le capitaine Roussel fronça les sourcils, mais Max était au manoir quand il a alerté Jacques. Comment se fait-il qu'il n'était pas avec Sophie? Un instant de panique traversa le regard d'Édouard. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était parti chasser un lapin. Un chien qui ne quitte jamais l'enfant selon tous les témoignages, l'abandonne au moment crucial. Le ton du capitaine était neutre, mais ses yeux scrutaient Édouard. Marie, qui n'avait pas quitté l'hôpital, observait la scène de loin. Quelque chose clochait. Elle connaissait monsieur depuis 20 ans et jamais elle ne l'avait vu proposer spontanément une sortie à Sophie. Surtout pas aux falaises dangereuses. Surtout pas au coucher du soleil. Le lendemain matin, le capitaine Roussel se rendit sur les lieux avec son équipe technique. Les traces de pneus de la voiture d'Édouard étaient encore visibles dans la terre humide. Mais plus troublantes encore les empreintes. « Regardez ça », dit le technicien en scène de crime. 2 séries d'empreintes à l'allée. Un adulte poussant un fauteuil roulant. Mais au retour, il pointa du doigt. Seulement les pas de l'adulte. Seul. Marchant calmement. Pas de traces de course. Pas de panique. Le capitaine Roussel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si Édouard avait vraiment laissé Sophie pour répondre à un appel urgent, pourquoi ses pas au retour étaient-ils si calmes? Pourquoi n'avait-il pas couru chercher de l'aide en réalisant que sa fille avait disparu? Jacques et Marie, unis par leur amour pour Sophie, commencèrent leur propre enquête. L'ancien militaire avait vu trop de mensonges dans sa vie pour ne pas reconnaître la tromperie. Dans les yeux d'Édouard. « Marie, dit-il un soir, alors qu'il veillait Sophie endormie à l'hôpital. Ce chien n'aurait jamais quitté la petite. Jamais, et monsieur le sait. » Marie hocha la tête, les lèvres pincées. « J'ai vérifié son agenda. Aucun appel professionnel ce soir-là. Aucune urgence. Il a menti. » Ils décidèrent d'agir. Jacques utilisa ses contacts dans la sécurité pour obtenir les enregistrements des caméras de surveillance routière. Marie, de son côté, fouilla discrètement le bureau d'Édouard. Ce qu'elle y trouva la glaça. Dans un tiroir verrouillé des documents d'assurance-vie. Sophie était assurée pour 2 millions d'euros. La police avait été mise à jour 3 mois auparavant, doublant le montant initial. « Mon Dieu », murmura-t-elle en photographiant les documents avec son téléphone. « Il a planifié ça. » Jacques revint avec des nouvelles encore plus accablantes. Les caméras de surveillance du village voisin avaient capturé la voiture d'Édouard. Le redatage montrait qu'il était resté aux falaises pendant 45 minutes. Bien assez longtemps pour s'assurer que Sophie était tombée. Mais la preuve la plus bouleversante vint d'une source inattendue. Pierre, le sauveteur, avait porté une caméra GoPro pendant l'opération de sauvetage. En revisionnant les images pour son rapport, il avait capturé quelque chose de troublant. « Écoutez ça », dit-il à Jacques et Marie en leur montrant la vidéo. Dans le micro de la caméra, on entendait Sophie délirante de douleur et de peur murmurer. « Pourquoi papa m'a poussé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Les 3 adultes se regardèrent le cœur serré. La vérité était là sortie de la bouche de l'innocence même. « On doit aller voir le capitaine Roussel », décida Jacques. « Immediatement. » Le capitaine les écouta attentivement, visionnant les preuves, examinant les documents. Son visage se durcissait à chaque nouvelle révélation. « C'est monstrueux, mais avec tout ça, on a un dossier solide. » L'arrestation d'Édouard Dubois fit la une des journaux. Le respectable homme d'affaires menotté sortant de son manoir sous les flashs des photographes. Le scandale éclaboussa toute la région. 6 mois plus tard, la cour d'assises de Caen bruissait d'une activité fébrile. L'affaire Dubois avait captivé l'attention nationale. Un père qui tente de tuer sa fille handicapée pour l'argent de l'assurance. L'horreur absolue. Sophie, dans son fauteuil roulant, était assise entre Marie et sa mère Isabelle, revenue précipitamment du Sud. Max était couché à ses pieds. Une autorisation spéciale avait été accordée pour qu'il reste avec elle pendant le procès, compte tenu de son rôle dans le sauvetage. Le président de la Cour, M. Lefebvre, était connu pour sa rigueur, mais aussi son humanité. À ses côtés, les jurés, 12 citoyens ordinaires chargés de juger l'extraordinaire. Édouard, dans le box des accusés, avait perdu de sa superbe. Les mois de détention provisoire avaient marqué son visage. Mais c'était surtout dans ses yeux qu'on voyait le changement.
Le masque était tombé révélant le vide derrière. La salle était comble. Journalistes curieux, mais aussi de nombreux parents d'enfants handicapés, venus soutenir Sophie. L'atmosphère était lourde d'émotions contenues. L'audience est ouverte, déclara le président Lefebvre. Nous jugeons aujourd'hui Édouard Dubois pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans, en l'occurrence sa fille Sophie, avec les circonstances aggravantes de préméditation et du lien de parenté. Un frisson parcourut l'Assemblée. Les mots prononcés avec la solennité de la justice rendaient la monstruosité de l'acte encore plus réelle. Le moment le plus poignant du procès fut sans conteste le témoignage de Sophie. En raison de son jeune âge et de son traumatisme, son audition avait été filmée à l'avance par un psychologue spécialisé. Sur l'écran géant de la salle d'audience, le visage de Sophie apparut. Sa voix claire, malgré l'émotion, résonna dans le silence absolu. Papa m'a dit qu'on allait voir les mouettes. J'étais contente parce que papa ne m'emmène jamais nulle part. Une pause. Quand on est arrivé au bord, j'ai eu peur. C'était très haut. Et puis papa m'a regardé avec des yeux pas gentils. Et il a poussé mon fauteuil. Dans la salle, plusieurs personnes s'essuyaient les yeux. Même les journalistes aguerris étaient touchés. J'ai crié papa, mais il a continué à pousser. Je suis tombé, j'ai eu très mal. J'ai cru que j'allais mourir. La petite voix se brisa. Je ne comprends pas pourquoi papa voulait que je meure. C'est parce que je ne peux pas marcher. Le psychologue, avec douceur, lui demanda ce qui s'était passé ensuite. Sophie raconta la branche qui l'avait sauvée, l'attente terrifiante, et puis Max. Max est venu me sauver. Il est descendu la falaise pour rester avec moi. C'est mon héros! L'avocat général se leva. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre l'innocence bafouée. Une enfant qui ne comprend pas pourquoi son père a voulu la tuer. Une enfant qui se demande si c'est sa faute, si c'est parce qu'elle est handicapée. Elle présenta méthodiquement les preuves, les documents d'assurance, les vidéos de surveillance, le témoignage des sauveteurs. Chaque élément s'ajoutait à l'autre pour former un tableau accablant. Maître Bertrand tenta de plaider la dépression, le stress professionnel, l'accident. Mais face à l'accumulation de preuves et surtout face au témoignage de Sophie, ses arguments sonnaient creux. Quand vint le moment pour Édouard de s'exprimer, un silence de mort s'abattit sur la salle. Il se leva lentement, le visage ravagé. Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis le début du procès, l'émotion semblait genuine. « Sophie, ma petite Sophie. » Il s'effondra secoué de sanglots. Mais était-ce le remords d'avoir tenté de tuer sa fille ou le regret d'avoir été pris? Nul ne pouvait le dire. Isabelle, la mère de Sophie, fut appelée à la barre. Sa douleur était palpable. « J'ai fui, » dit-elle simplement. « J'ai vu Édouard changer, devenir quelqu'un d'autre après l'accident, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il pourrait. » Elle ne put finir sa phrase. « Je m'en veux tellement de l'avoir laissé. Si j'étais restée, peut-être que... » Isabelle regardait sa fille avec des yeux remplis d'amour et de culpabilité. « Je te demande pardon, ma chérie. Pardon de ne pas avoir été là pour te protéger. » Après 2 jours de délibération, le jury rendit son verdict. Le président Lefebvre demanda à l'accusé de se lever. « Édouard Dubois, vous êtes reconnu coupable de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de votre fille mineure Sophie Dubois. » Un soupir de soulagement parcourut la salle. Sophie serra la main de Marie-Max, posant sa tête sur ses genoux, comme pour la réconforter. Compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits, de la vulnérabilité de la victime et de l'abus de l'autorité parentale, la Cour vous condamne à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des 2/3. Édouard s'effondra sur son banc, 20 ans. Il ne reverrait jamais Sophie grandir. Mais n'était-ce pas ce qu'il avait voulu d'une manière bien plus définitive? De plus, continua le président, vous êtes déchu de l'autorité parentale et devrez verser des dommages et intérêts conséquents pour assurer l'avenir de Sophie. La justice avait parlé. Mais pour Sophie, le vrai procès, celui de la reconstruction, ne faisait que commencer. 2 ans avaient passé depuis le procès. Le manoir Dubois avait été vendu et avec l'argent et les dommages-intérêts, Isabelle avait acheté une maison lumineuse près de la mer, où Sophie pourrait grandir entourée d'amour. Ce matin-là, le soleil inondait la cuisine tandis que Sophie, maintenant âgée de 8 ans, dessinait à la table. Ses cheveux blonds avaient poussé cachant les cicatrices de son terrible accident. Son visage rayonnait d'une joie de vivre qui émerveillait tous ceux qui connaissaient son histoire. Marie regarde, elle brandissait son dessin. C'est nous tous à la plage. Marie, qui avait suivi la famille dans leur nouvelle vie, sourit en essuyant ses mains sur son tablier. Sur le papier, des personnages colorés se tenaient par la main Sophie dans son nouveau fauteuil roulant électrique. Marie-Jacques-Isabelle et bien sûr Max, représentés 3 fois plus grands que les humains. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Marie en embrassant le sommet de sa tête.
On l'accrochera sur le frigo avec les autres. Jacques entra portant un plateau de croissants frais de la boulangerie. Il avait pris sa retraite anticipée pour s'installer près d'eux, devenant le grand-père de cœur, que Sophie n'avait jamais eu. Des vins quoi, princesse? Dit-il avec un sourire mystérieux. Le docteur Laurent a appelé. Il a une surprise pour toi la semaine prochaine. Sophie leva des yeux brillants de curiosité. Le docteur Laurent l'avait suivi tout au long de sa convalescence. Et ses surprises étaient toujours merveilleuses. Isabelle descendit les escaliers transformée elle aussi. La femme brisée qui avait fui était devenue une mère lion férocement protectrice et infiniment aimante. Elle avait repris son travail d'institutrice mais à temps partiel, pour passer le maximum de temps avec Sophie. « Bonjour, mon rayon de soleil », dit-elle en embrassant sa fille. « Bien dormi. »« Oui, maman. Max a ronflé toute la nuit. » Sophie gloussa en pointant du doigt le Golden Retriever qui faisait semblant de dormir sous la table. C'était ça leur nouvelle normalité. Pas de manoir glacial, pas de silence pesant. Juste une maison remplie de rires d'amour et de l'odeur des croissants chauds. Une famille choisie soudée par les épreuves, mais définie par l'amour. L'histoire de Max avait fait le tour de France. Le chien héros avait reçu la médaille de bravoure animale de la Société protectrice des animaux, une première pour un sauvetage de cette nature. La cérémonie avait eu lieu à la mairie devant une salle comble. Sophie, dans sa plus belle robe, avait tenu le micro avec fierté. « Max n'est pas juste mon chien, c'est mon gardien, mon meilleur ami, mon héros. » Mais au-delà des honneurs officiels, c'était le rôle quotidien de Max qui importait vraiment. Il était devenu officiellement chien d'assistance émotionnelle pour Sophie avec un gilet spécial, qui lui permettait de l'accompagner partout, à l'école, dans les magasins, même au restaurant. Les cauchemars qui hantaient Sophie. Les premiers mois s'étaient espacés, en grande partie grâce à Max. Dès qu'elle se réveillait en pleurs, il était là posant sa grosse tête sur son lit, léchant ses larmes jusqu'à ce qu'elle se rendorme. À l'école, Max était devenu la mascotte. Les autres enfants qui auraient pu se moquer du fauteuil roulant de Sophie étaient trop occupés à admirer son chien extraordinaire. Max participait même aux cours apportant des crayons à Sophie, tournant les pages de ses livres avec son museau. « Ce chien comprend tout », disait souvent Madame Leclerc, l'institutrice. Parfois, j'ai l'impression qu'il va lever la patte pour répondre aux questions. Max avait maintenant 6 ans dans la force de l'âge pour un Golden Retriever. Ses yeux bruns brillaient toujours de la même intelligence, du même amour inconditionnel pour Sophie. Il avait appris de nouveaux tours pour l'aider à ouvrir les tiroirs, appuyer sur les boutons de l'ascenseur, même aller chercher le téléphone en cas d'urgence. Sophie s'épanouissait comme une fleur au soleil. Malgré son handicap, ou peut-être à cause de lui, elle avait développé une force de caractère remarquable. À 8 ans, elle était déjà une petite militante pour les droits des personnes handicapées. « Maman, avait-elle dit un jour, je veux que tous les magasins aient des rampes. C'est pas juste que certains enfants ne puissent pas entrer. » Isabelle avait souri fière de sa fille. Ensemble, elles avaient écrit des lettres aux mères, et petit à petit, le village devenait plus accessible. À l'école, Sophie excellait. Sa vivacité d'esprit compensait largement ses limitations physiques. Elle adorait particulièrement les sciences et les arts. Ses dessins, autrefois thérapie pour surmonter le traumatisme, étaient devenus une véritable passion. « Sophie a un don », avait dit le professeur d'art. Ses œuvres ont une profondeur émotionnelle rare pour son âge. Elle avait aussi commencé la natation thérapeutique. Dans l'eau, son handicap disparaissait presque. Elle glissait comme un poisson Max aboyant d'encouragement depuis le bord de la piscine. Mais c'était surtout sa capacité à inspirer les autres qui impressionnait. Quand l'école avait organisé une journée de sensibilisation au handicap, Sophie avait pris la parole devant toute l'école. « Être différent, c'est pas être moins bien, c'est juste être unique. Et tout le monde est unique à sa façon. » Ses camarades l'avaient applaudi debout. Même les plus turbulents avaient été touchés par sa sincérité et sa joie de vivre. Sophie correspondait régulièrement avec d'autres enfants handicapés. Elle leur envoyait des dessins, des mots d'encouragement. « Si j'ai survécu à ma chute, ils peuvent survivre à leurs défis », disait-elle avec une sagesse au-delà de son âge. L'histoire de Sophie et Max nous enseigne tant de leçons précieuses. Dans un monde où l'actualité nous submerge souvent de noirceur, leur récit brille comme un phare d'espoir. D'abord, il nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de limites. L'amour d'un animal pour un enfant a littéralement sauvé une vie. Max n'a pas réfléchi, calculé, hésité. Il a agi par pur instinct d'amour et de protection. Dans notre société de plus en plus individualiste, cette leçon de dévouement absolu résonne profondément. Ensuite, cette histoire nous montre que la justice même imparfaite peut triompher.
Édouard Dubois, malgré sa richesse et son statut, n'a pas échappé aux conséquences de ses actes. Le système a fonctionné grâce au courage de ceux qui ont refusé de fermer les yeux. Sophie elle-même incarne la résilience humaine. Cette petite fille, trahie par celui qui aurait dû la protéger le plus, a choisi de ne pas laisser la haine empoisonner son cœur. Elle a transformé son traumatisme en force, son handicap en particularité qui la rend unique. Marie et Jacques nous rappellent que la famille ne se limite pas aux liens du sang. Ils ont choisi d'aimer Sophie, de la protéger, de l'aider à grandir. Leur dévouement prouve que l'humanité existe encore belle et généreuse. Cette histoire vraie nous interpelle tous. Cette histoire vraie nous interpelle tous. Combien de Sophie souffrent en silence? Combien de Max attendent de pouvoir sauver leur petit humain? Nous devons rester vigilants, ouvrir nos yeux et nos cœurs. Ne jamais détourner le regard face à la souffrance d'un enfant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Partagez-la pour que d'autres puissent découvrir ce message d'espoir. Likez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de l'amour et de la justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent le meilleur de l'humanité. Chaque semaine, nous partageons des récits qui prouvent que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut triompher. Et vous avez-vous une histoire d'amour entre un enfant et un animal? Partagez-la dans les commentaires. Créons ensemble une chaîne de positivité et d'espoir. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, humain ou animal, prêt à vous tendre la patte. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure extraordinaire. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, illuminera votre journée.